Au menu ce soir, alors j'aime bien ces images de fusée parce que quelque part, d'abord je suis passionné d'exploration spatiale, mais c'est surtout une façon aussi de lancer vos projets avec la plus grande réussite. Et quand on s'appuie sur l'exemple du programme Apollo, eh bien on se dit que ça devrait être une belle réussite. Alors juste quelques mots sur les mythes et croyances des HPI. De quoi parle-t-on quand on parle de HPI? J'aime bien quand même reparler de ce sujet. Voilà, camper le décor et justement peut-être lever quelques freins par rapport à ce terme. On va parler des atouts des entrepreneurs HPI. On va parler des zones aveugles des entrepreneurs HPI. Et puis enfin, quelles clés pour redevenir un entrepreneur HPI à succès. Alors, encore une fois, j'utilise le terme HPI, mais vous allez voir pour quelles raisons j'utilise ce terme, même si je ne l'aime pas trop. Parce que oui, en effet, je précise que le HPI, ça se mesure par un test de QI. En l'occurrence, c'est le WACE pour les adultes. Mais en réalité, ce dont je vais vous parler dans ce webinaire, ça concerne plus les modes de fonctionnement des spécifiques des HPI. Et je précise qu'en fait, il n'y a aucune étude scientifique qui a fait une corrélation entre le haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire le haut QI d'un côté, et puis ces modes de fonctionnement particuliers dont je vais vous parler. Mais par contre, je constate moi tous les jours, chez l'énorme nombre de mes clients et des personnes que j'ai eues au téléphone sur ce sujet, c'est maintenant on approche les 2000, que la littérature et que effectivement il y a une corrélation entre ces modes de fonctionnement et le terme HPI, en tout cas et le haut quotient intellectuel. Et puis par ailleurs, la littérature spécialisée fait également ce rapprochement. Alors en fait, moi j'ai longtemps mal considéré ce terme parce qu'il induit une forme de supériorité qui selon moi n'existe pas. Chaque être humain a une forme d'intelligence, a une singularité dont chacun a une raison d'être sur cette terre, si on peut dire. Mais en fait, il y a aussi une autre raison, c'est que le terme HPI est pas très explicite justement sur ces modes de fonctionnement. Et aussi parce qu'il véhicule tout un tas de mythes et fausses croyances, comme celle qui consiste à croire qu'être HPI, c'est forcément synonyme de réussite d'abord à l'école, puis réussite dans sa carrière, ce qui est absolument pas une réalité. En tout cas, on peut pas faire de corrélation pour le coup. A contrario, il a quand même des intérêts, il est simple et connu. Dans HPI, il y a potentiel et c'est bien de ça dont je vais vous parler ce soir. En fait, c'est ça votre objectif, c'est traduire un potentiel en réalité et c'est pas toujours facile. Et puis dans HPI, il y a quand même le I de intellectuel et c'est bien de fonctionnement du cerveau dont on parle ce soir. Alors, je voudrais commencer par vous raconter une petite anecdote personnelle. Ça, c'est moi, il y a une quinzaine d'années, en 2004, oui, même plus, ça fait 22 ans. J'étais en train de monter dans un avion privé et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je vous montre cette image. En fait, aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours senti en moi l'esprit d'exploration, d'aventure, on pourrait dire l'esprit entrepreneurial. Très jeune, j'étais passionné d'exploration spatiale. Je passais mon temps à regarder des documentaires sur les aventuriers, même si en même temps ça me faisait peur. Et puis d'une certaine façon, j'étais la combinaison de deux opposés, l'audace d'un côté et la prudence. Et donc ce genre de contradiction, eh bien peut-être que vous la vivez dans plusieurs formes d'ailleurs, et facilite pas toujours pour avancer dans la vie et dans ses projets. Alors pour avancer dans cette anecdote, voilà, on va y arriver. En fait, j'ai commencé ma carrière moi chez PSA Peugeot Citroën. J'étais ingénieur et donc c'était un aboutissement pour moi qui avait en fait comme modèle idéal. C'était en 1989. J'avais le modèle des grandes entreprises. Mais en fait, au bout de 10 ans, j'ai eu un besoin de nouveauté. J'ai eu besoin de prendre mon envol. J'ai eu besoin de prendre un peu ma liberté et j'ai démissionné. Alors j'ai fait un premier virage à 90 degrés en prenant la direction d'un établissement d'enseignement supérieur privé qui dépendait d'une CCI. C'était à la fois un risque, ce virage dans ma carrière, mais en même temps c'était limité parce que j'étais adossé à une CCI, ce qui était assez rassurant pour moi. Je me disais voilà, c'est une grande maison, c'est rassurant. Il y avait un côté un petit peu fonctionnariat. Et d'ailleurs, après ce poste, j'ai encore poursuivi 10 ans au sein du siège de la CCI, mais cette fois-ci en prenant la direction du pôle entrepreneuriat. Et donc j'ai accompagné des entrepreneurs. Tiens, il y avait déjà un premier signe. Et puis entre-temps, en 2001, j'avais intégré le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de dirigeants qui regroupe à la fois des dirigeants d'entreprise, des créateurs d'entreprise, on pourrait dire des entrepreneurs, et puis en même temps qui regroupe aussi des dirigeants qui ne sont pas entrepreneurs, comme j'étais moi. Et je me disais à cette époque-là, mais qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces dirigeants pour ne pas oser, moi, me lancer?
Et puis en 2004, j'ai eu l'occasion de m'impliquer aux côtés d'un entrepreneur qui justement voulait lancer une compagnie d'aviation d'affaires privée. Alors ça me passionnait. Il y avait un côté un peu complexe, un peu ambitieux, il y avait beaucoup de défrichage. C'était la première compagnie d'aviation privée en monomoteur en France. Vous pourrez regarder Vol Direct, si vous regardez sur Internet, vous retrouverez un peu l'historique de cette aventure. Et j'ai vraiment fait partie de la mise sur les fonds baptismaux de cette entreprise avec l'initiateur qui s'appelle Frédéric Cossarieux, avec qui je suis toujours en contact. Et je me suis dit, je me suis impliqué alors, tout en assurant mon job de salarié au sein de la CCI, jusqu'au point de faire le figurant pour la plaquette de communication, d'où cette photo. Et je me suis dit, si l'aventure fonctionne, à ce moment-là, je quitterai mon emploi salarié, mais j'avais plein de freins à l'entrepreneuriat. J'avais d'abord la peur de l'échec. J'avais la peur de l'insécurité financière, je vais en reparler tout à l'heure. Puis en plus, j'avais un bon salaire en tant que directeur au sein d'une CCI. Ça constituait un vrai frein pour moi à quitter mon emploi. Et puis je pressentais déjà que peut-être, sur quel que soit le projet, aussi ambitieux soit-il, je pourrais peut-être m'ennuyer un jour sur ce projet. Et donc, j'y allais sans y aller, quoi. En fait, il a fallu que je sois mis au pied du mur. En fait, c'était au bout de 10 ans. J'ai subi un licenciement par mon employeur. Et même à ce moment-là, à 50 ans, donc il y a une dizaine d'années, malgré mon expérience en lien avec les entrepreneurs, j'accompagnais quand même des créateurs d'entreprises, malgré mon envie, je continuais à chercher un job salarié. Et puis en fait, depuis que je suis indépendant, je réalise à quel point j'ai toujours vraiment eu les atouts pour développer mon activité. J'ai toujours voulu faire ça, mais il m'a fallu du temps pour réaliser, que j'étais différent, et en quoi j'étais différent. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais assumer pleinement cette différence et que, au contraire, plus je cherchais à être comme les autres, moins ça fonctionnait. Et que mon projet et ma cible de clientèle devaient eux aussi être différents. Et donc, certes, ce projet d'aviation privée, il avait un petit peu cette différence, mais pas complètement. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? D'abord parce que j'ai le sentiment d'avoir perdu bien des années à me poser toutes ces questions. Dans quelle direction aller? Suis-je capable? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis enfin prêt? Quel projet lancer? Et comment je vais pouvoir me vendre? Alors que j'ai du mal à m'accepter moi-même. Alors, j'ai envie de vous poser la question en introduction. Et vous, combien de temps êtes-vous prêt à perdre encore avant de franchir le pas? Alors, peut-être que parmi vous, il y a déjà des entrepreneurs. Je sais qu'il y en a. Mais peut-être que pour celles et ceux qui n'ont pas encore osé se lancer, eh bien, je leur jette cette question en pâture. Et puis, la deuxième chose peut-être le message que je voulais leur passer, c'est ma carrière professionnelle a été vraiment une grande réussite jusqu'au jour où j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place, à être quelque part fatigué de me suradapter aux autres. Et ce jour-là, ma vraie personnalité s'est exprimée pour la première fois. Et quand elle s'est exprimée pour la première fois, à ce moment-là, tout a commencé à dérailler et surtout, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et j'ai envie de vous poser la question, et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment que tout déraille, de ne plus rien comprendre? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Et si oui, si vous êtes dans cette situation, alors j'ai envie de dire, vous êtes au bon endroit. Voilà. Encore une fois, je vous redis, vous avez le bouton Q&R, questions-réponses pour pouvoir vous exprimer à tout moment, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vais lire un petit peu les messages. Alors, je viens de me lancer, besoin que ça démarre. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Marie. Besoin que ça démarre le webinaire ou besoin que ça démarre l'activité? Je suppose que c'est plutôt l'activité. Donc oui, j'imagine qu'il y a peut-être un peu cette frustration. Il faudra peut-être me préciser, Marie. Euh, alors, donc, c'est quoi les atouts de l'entrepreneur HPI? Eh bien, le premier atout de l'entrepreneur HPI, c'est qu'il est autonome. C'est non seulement une aptitude naturelle chez les HPI à être autonome, mais c'est aussi une valeur profondément ancrée en eux. Ils ne veulent dépendre de personne en général, et c'est pour ça qu'ils sont mal à l'aise dans un environnement où il y a peu d'autonomie et où il y a un poids fort de la hiérarchie. Ça, ils n'apprécient pas trop. Donc quelque part, eh bien oui, l'entrepreneuriat leur correspond pleinement. Alors oui, Karine qui confirme, tout a déraillé. Déjà, je quitte mon employeur. Gustavo, bonsoir. Et quand on n'a pas de passion, eh bien, on pourra en reparler, Gustavo. On a déjà échangé tous les deux, donc n'hésite pas à me recontacter en prenant rendez-vous donc après le webinaire. Euh, je crois qu'en fait, pouvoir dire aussi, Gustavo, que quand on pense ne pas avoir de passion, c'est peut-être on pense ne pas en avoir,
mais qu'en fait, elles sont peut-être un peu enfouies, justement à cause de cette suradaptation. Ou alors, ça peut être un sentiment parce qu'on a plusieurs passions. Et auquel cas, eh bien, toute la question, c'est de savoir par laquelle je vais commencer, laquelle va être suffisamment intense pour avoir envie de me lancer dedans. Peut-être, mais je prends beaucoup de précautions en disant ça. Alors, la deuxième atout, deuxième qualité, deuxième talent de l'entrepreneur HPI, c'est l'esprit responsable. Bah oui, parce que les HPI sont très authentiques et sincères, et donc ils peuvent pas concevoir de ne pas assumer pleinement tous leurs actes. Et c'est bien ça, hein, la signification de la responsabilité. Parfois même à l'excès, quand ils se sentent responsables, j'allais dire à 100% de leurs échecs et plutôt à 0% de leur réussite. Ça, on pourrait qualifier ça d'un biais de perception. Mais en tout cas, cet esprit responsable leur convient très bien et donc, effectivement, on a besoin d'être pleinement responsable quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, Anne-Elisabeth, quand on réalise qu'on est souvent toujours suradapté, que tout dérape, comment se relève-t-on? Eh ben, ça va être le but un peu de ce webinaire. Je vais en parler. Comment sortir de cette suradaptation? Il y a des risques à sortir de la suradaptation. Et donc, il faut aller visiter un peu ces risques, aller visiter ces freins. Parce que si on ne les visite pas, c'est comme si on enfouissait ses émotions dans sa poche avec le mouchoir par-dessus, eh bien, elles ressortent toujours un jour ou l'autre. Je vais tâcher de répondre à votre question un peu après, Anne-Elisabeth. Ensuite, le HPI aime et a besoin de liberté. Or, effectivement, quoi de mieux que l'entrepreneuriat pour être libre, hein, si je puis dire. L'autre qualité du HPI, c'est qu'il est ultra adaptable et en progrès continu. Quand je dis en progrès continu, il a toujours en tête de progresser. Et ça, c'est vraiment essentiel pour un entrepreneur. C'est vrai pour tout le monde, mais pour un entrepreneur, c'est absolument vital de chercher le progrès permanent, de se remettre en cause, de remettre en cause en permanence, remettre sur la table toujours son ouvrage pour le faire évoluer, le faire progresser. On est dans un monde qui bouge à toute vitesse et qui plus est aujourd'hui. Donc cette capacité à progresser, on pourrait même dire que les HPI, c'est des champions de l'adaptation, hein, c'est des caméléons professionnels. Voilà. Autre atout, c'est qu'ils sont polyvalents. Alors, vous allez me dire, ça peut être aussi un défaut. On pourrait en reparler, mais d'abord, on parle des atouts. En fait, je parle plus de polyexpertise que de polyvalence. Parce que polyvalent, derrière le mot polyvalent, c'est je suis un peu moyen en tout. Non, les HPI, quand ils se lancent dans un domaine, dans une activité, quand ils se lancent dans une spécificité, dans comment dirais-je, une discipline, par exemple, s'ils vont se lancer dans le domaine commercial, ils peuvent devenir d'excellents commerciaux. Vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, en même temps, je regarde vos messages. Euh, Nathalie, responsable de l'échec des autres aussi. Bah, en tout cas, on peut se sentir responsable, hein. On n'est pas forcément responsable des échecs des autres, mais on peut se sentir, effectivement, on peut prendre sur soi toutes les responsabilités, effectivement, Nathalie. Si c'était le sens de votre question, je confirme. Christelle, en pilant des formations, j'ai toujours l'impression de ne pas être prête, même pour les sujets que je maîtrise depuis 30 ans. Je vais en reparler un petit peu après de ça. Effectivement, le sentiment de ne jamais être prête ou de ne jamais être prêt, c'est extrêmement fréquent chez les HPI. Alors, je reviens sur ma polyexpertise rapidement. Effectivement, ils sont capables d'apprendre dans plein de domaines. Ils sont capables d'apprendre dans la créativité, dans l'innovation, dans le commercial, dans la production de services, même dans la gestion. Ils sont capables d'apprendre partout et de devenir des experts dans un grand nombre de domaines. Or, un entrepreneur, effectivement, il est inventeur du produit ou du service qu'il va proposer, mais il est aussi commercial pour trouver ses clients. Il doit ensuite produire, il doit être gestionnaire, il doit être planificateur, il doit être organisateur. Donc oui, d'une certaine façon, il doit être communicant, il doit être extrêmement polyvalent et être polyexpert, ben, c'est un grand atout. Autre qualité, c'est qu'ils sont très créatifs et très innovants. Alors, j'entends d'ici celles et ceux qui me disent non, 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 en fait, je me considère pas du tout comme créatif ou créative. Euh, il y a des perceptions de cette créativité, il y a aussi des tas de freins à cette créativité. Mais pourquoi j'affirme en fait qu'ils sont créatifs? Pour une raison, c'est que en fait, les HPI, ils ont de base une pensée divergente. Ils font des liens permanents entre deux, trois sujets différents et souvent des idées, des concepts qui n'ont pas de rapport entre eux a priori. Et c'est ça qui est véritablement fédérateur, créateur d'innovation et de nouveautés.
En fait, on trouve d'ailleurs une forte concentration de HPI dans les métiers d'innovateurs, de créatifs, dans les métiers artistiques, partout où il y a besoin vraiment d'inventer de nouvelles façons de faire. Ils sont également visionnaires. Alors, en quoi ils sont visionnaires? Ben, en fait, les HPI adorent anticiper en permanence. Ils sont donc de grands visionnaires. Par exemple, hein, dans mon cas, il y a, que dis-je, c'était dans les années 90, au début des années 90, j'ai eu l'idée du lecteur MP3 à peu près 10 ans avant la première apparition dans le domaine public de ce produit. Mais en fait, j'étais tellement éloigné à l'époque de l'entrepreneuriat, comme je vous en ai dit, que j'ai vraiment rien fait et je me sentais incapable d'imaginer lancer ça. Mais en tout cas, j'avais cette vision anticipatrice d'un produit. Et ça marche aussi, ce côté visionnaire, pour que va devenir mon business dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Alors, question. On peut aussi être multipotentiel. Alors, le terme multipotentiel, c'est un terme que j'emploie extrêmement régulièrement sur mes écrits, vous l'avez sans doute remarqué. Pour moi, HPI multipotentiel, même chose, c'est juste que la signification n'est pas exactement la même, c'est-à-dire que HPI, c'est QI supérieur à 130, multipotentiel, c'est ce côté multi-expert, mais en réalité, c'est les mêmes personnes. Alors Nathalie, oui, c'est ce que je voulais dire. Je prends sur moi quand il y a un problème dans l'équipe. Ok, merci Nathalie. Marie, faire des liens entre des domaines inattendus. Bah oui, oui, vous confirmez. Et Marie-Lou, il est étonnant de constater que même quand on a objectivement conscience d'avoir tous ces atouts, on peut perdre des années à ne pas oser se lancer ou à ne pas se croire capable de réussir. Ouais, effectivement. Et ça, eh bien, je vais en parler un petit peu après, mais c'est lié, un, au haut niveau d'exigence qui fait que on a un tel niveau d'exigence qu'on se dit, on pense ne jamais être suffisamment à la hauteur. Et puis, encore une fois, c'est le phénomène de transposition, c'est-à-dire qu'on se croit comme les autres. On est tellement dans l'adaptation aux autres qu'on on finit par être persuadé qu'on est comme les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se dit, ben non, non, mais on n'a pas plus de capacité que les autres. On finit par s'en auto-persuader d'une certaine façon. Il y a d'autres raisons, mais je pourrais peut-être y revenir après. Je vais avancer un peu. On est aussi, les HPI sont plus réactifs et plus rapides que la moyenne. En quoi sont-ils plus rapides et plus réactifs que la moyenne? Bah oui, ils vont vite en tout. Ils vont vite pour observer, ils vont vite pour apprendre, ils vont vite pour comprendre les situations, pour détecter tous les signaux faibles, pour agir, même si pour certains, vous pouvez avoir la procrastination qui vient freiner tout ça, mais globalement, ils vont plus vite que tout le monde. Et donc, ils ont un formidable atout hein, dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Alors, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai accompagné un entrepreneur il y a 6 ou 7 ans qui était dans le métier de piloter la partie vidéo et informatique de congrès en multisalle. Par exemple, il organisait des congrès pour des médecins, voilà. Et lors du Covid, en fait, tous les congrès professionnels ont été annulés en l'espace de 3 jours et son modèle économique a complètement disparu. En quelques jours, en fait, il a su imaginer un nouveau modèle. C'était d'organiser des congrès virtuels. Et je vous mens pas, son histoire est incroyable. Du jour au lendemain, il avait zéro chiffre d'affaires. Il a réuni son équipe, il a dit on va faire des congrès virtuels, et 3 mois après, 2 mois après, il repartait comme en 40, et il a quasiment pas subi l'année du Covid. Et ça, c'est quand même incroyable quand on sait qu'un entrepreneur normal aurait peut-être tout simplement mis la clé sous la porte. Alors, des questions, et en même temps, je surveille ma montre parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Aurélien, on a tendance à voir tous les freins ou difficultés à venir. Oui, exactement. On a ce côté visionnaire anticipateur, mais aussi des freins et des difficultés à venir. Et ça, effectivement, merci Aurélien de le rappeler parce que ça explique aussi pourquoi eh bien, malgré nos qualités, eh ben, on pense ne jamais être prêt, on pense ne jamais être à la hauteur. Effectivement, du coup, on ne fait rien. Karine, un intérêt de l'entrepreneuriat n'est-il pas justement de pouvoir se fixer son propre niveau d'exigence? Oui, évidemment, mais le problème c'est que si vous n'avez pas encore pleinement pris conscience que ce niveau d'exigence peut parfois être bloquant, eh bien, même en vous lançant, vous allez rester un petit peu bloqué. Alors Rachel, on va plus vite, mais pas tout le temps. Parfois, je suis très lente et j'analyse, mais j'analyse et je repose mon cerveau car j'en ai besoin. Absolument, je suis complètement d'accord. On va très vite, sauf dans ces deux cas-là, effectivement, dans le cas où on a besoin de se ressourcer et dans les cas où on a besoin d'analyser. Et parfois, on analyse tellement qu'on est dans une espèce de procrastination totale. Il y a d'autres raisons qui font qu'on peut procrastiner quand on est HPI, mais au moins ces raisons-là.
Alors, autre atout encore, il est exigeant et donc performant. Donc quand même, cette exigence peut servir positivement, on peut dire. Bah oui, parce que c'est ce qui les conduit à chercher toujours plus de performance pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur entreprise. Et puis, je crois que ça doit être l'avant-dernier, ils ont une forte sensibilité à leur marché. Alors, ils ont une forte sensibilité tout court, mais donc ils ont aussi et notamment une forte sensibilité à leur marché. En fait, ils sont vraiment capables ils ont des capteurs plus sensibles que la moyenne. Ils perçoivent très bien les signaux faibles, mais surtout ces signaux faibles, ils savent dire lesquels vont être importants et à quel moment. Ils savent les utiliser à bon escient pour sentir les évolutions de leur marché et se dire là, il faut faire quelque chose. Et enfin, ils ont un management qui favorise l'initiative. Et donc, si effectivement ils sont en situation d'entreprendre avec des collaborateurs, eh bien dans ces cas-là, ils sont dans une logique un peu d'empowerment, c'est-à-dire de véritablement savoir identifier les talents et les forces des autres, les mettre en avant au bénéfice de leur entreprise, ce qui n'est pas du tout commun chez tous les entrepreneurs, je vous le garantis. J'en connais beaucoup qui ne sont absolument pas comme ça. Alors on avance un peu. Les zones aveugles de l'entrepreneur HPI à présent. Bah, la première, c'est qu'ils ont tant. Alors, je précise ici que je n'ai cité que quelques zones aveugles. J'ai pas voulu les mettre toutes, mais je pense que ce sera assez représentatif. Ils ont tendance à se disperser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est un trait de caractère aussi qui est présent chez les TDAH, mais comme il y a une certaine corrélation entre HPI et TDAH. Pour ma part, je suis aussi concerné par ce deuxième trait de neurodivergence. Mais il n'empêche que les HPI s'intéressent à beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont attirés aussi par la nouveauté. Alors ça, c'est aussi un peu un trait du TDAH. Ils ont tendance à avoir 1000 idées à la minute, hein, ça foisonne là-dedans, c'est le cerveau ultra actif. Et donc, il y a une sorte de frustration s'ils n'explorent pas toutes ces pistes. Et donc, ils ont tendance à lancer plusieurs projets à la fois, plusieurs cibles à la fois. C'est aussi un peu, si je puis dire, la logique du test and learn. Ils se disent, bah, on verra lequel va fonctionner le mieux. Mais sauf que, bah, du coup, ils ont beaucoup de mal à se focaliser sur chacun d'entre eux. Un petit peu à l'image de cette abeille, hein, ils adorent butiner. Et tout ça, ça les conduit à une forme de procrastination ou à un manque de persévérance. Je vais y revenir juste après. Et justement, c'est le point suivant, ils ont tendance à abandonner facilement. Effectivement, les HPI vont vite en tout, y compris pour envoyer leurs projets aux oubliettes, surtout si leur entourage, qui est assez souvent très influent pour eux, si leur entourage ne les comprend pas ou n'est pas d'accord avec eux, donc c'est ce que j'appelle moi la dépendance au regard des autres, eh bien en effet ils ont tendance à se dire, oh ben non ils ont raison, il faut que j'arrête, c'est n'importe quoi. Alors, comme le dit l'adage, hein, à propos d'un choix qui semble pas être le bon a priori, on dit il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à ce sujet, j'ai aussi une autre anecdote, hein. J'avais accompagné une personne qui souhaitait créer sa boîte et qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, a complètement changé d'orientation. Je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs. En fait, à chaque fois, il a changé d'orientation en cumulant plusieurs changements radicaux. Et il m'a dit qu'il regrettait ses grands coups de barre à gauche, ses grands coups de barre à droite pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il s'est mis en situation de grand inconfort, parfois en échec, hein, avec des conséquences négatives sur sa carrière, mais aussi et surtout parce que en ayant cumulé plusieurs changements, en fait, il n'a pas pu vraiment tirer d'enseignement de ces diverses expériences, soit parce qu'il n'avait pas assez persévéré sur certains aspects qui lui plaisaient, soit parce justement il y avait trop de changements et il avait du mal à détecter, à analyser quel était le changement qui avait été peut-être le plus délétère et quels étaient ceux qui, au contraire, étaient bénéfiques pour lui. Voilà. Alors, il pense ne jamais être prêt. Donc, ça rejoint la remarque de tout à l'heure. En quoi ils pensent ne jamais être prêts? Bah oui, ils ont effectivement un haut niveau d'exigence, il y a presque on pourrait dire une tendance au perfectionnisme, hein. Et comme en plus ils adorent apprendre, eh bien il leur est très facile de se dire qu'ils doivent encore acquérir une compétence de plus. Alors je pense en particulier aux coachs ou aux consultants, il y a tellement de techniques qu'on leur propose et il y a des champions pour leur proposer de nouvelles techniques, le nouveau truc qui va bien, l'analyse transactionnelle, la PNL, la méthode DISC, le MBTI, j'en passe et des meilleurs. Bon, bref, ça tourne véritablement à l'addiction des formations. Pour ma part, je suis tombé là-dedans et à un moment donné, j'ai dit stop. En fait, fondamentalement, ils n'ont pas besoin de toutes ces formations pour se lancer et pour être performants, hein. C'est aussi une façon, quelque part, de repousser l'échéance, d'aller se vendre. Et on va y arriver un petit peu après sur ce sujet.
Au passage, je voudrais dire aussi qu'ils ont du mal à bien s'entourer. Vous voyez, là, en l'occurrence, ça pourrait être de recruter un Père Noël avec ses deux reines. Ça paraît assez attirant comme ça, mais peut-être que c'est pas exactement le bon cheval, si je puis dire. En fait, comme les HPI aiment s'entourer et qu'ils adorent apprendre, ils apprécient travailler avec des personnes qui sont très différentes d'eux. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que souvent la connexion avec ces personnes qui sont très différentes d'eux peut être difficile, voire dans certains cas toxiques. Alors, je précise au passage que les HPI ont tendance à attirer les toxiques. Je peux vous le dire ça, sur la base des très nombreuses personnes avec qui j'ai échangé sur ce sujet, c'est beaucoup plus fréquent chez les HPI d'attirer des toxiques, mais quand je dis beaucoup plus, c'est peut-être 10 fois plus que chez les personnes normales. Chez les personnes normales, ils se font pas avoir. Chez les HPI, ils voient chez les toxiques des personnes qui en fait tentent de leur ressembler, et ça les attire. Et puis, je fais un peu court, hein, et puis les toxiques voient chez les HPI j'allais dire des naïfs idéaux, parce qu'en fait, ils ont justement cette grande ouverture d'esprit et ce besoin de connexion qui fait que quand ils rencontrent des gens qui enfin semblent leur ressembler, eh bien, ils foncent dessus. Alors, j'ai vu une petite question ou remarque. Mélanie qui disait pour quelle raison la procrastination est si présente dans plusieurs domaines qui pourtant m'intéressent vraiment. Alors, j'ai écrit des articles sur la procrastination, j'en ai écrit deux avec à peu près 8 raisons différentes. Donc là, j'aurais pas le temps de rentrer dans le détail. Je tâcherai de vous renvoyer le lien vers les articles, Mélanie. Mais sinon, je vous recommande d'aller sur mon site, donc apolloconseil.fr. Vous avez un petit moteur de recherche avec la petite loupe et vous tapez procrastination, vous allez tomber sur les articles. Je pense que ça répondra à votre question. Aurélien, apprendre c'est clair, j'ai l'impression qu'il faut apprendre un truc en plus pour être bon. Puis une fois appris, je me dis que ça change pas grand-chose. Ben oui, merci Aurélien. Marie, oui, à un moment, on peut faire des choix et s'y accrocher. Quand cela nous parle profondément, j'avoue que j'aime apprendre de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités qu'à un moment, on a besoin de se recentrer sur l'essentiel. Alors, je précise ici, puisqu'on est là-dessus, c'est pas tout à fait le moment, mais peu importe, que il y a deux raisons au fait que on pourrait néanmoins, malgré notre côté polyvalent, notre côté polyexpert, notre attirance pour plein de sujets, on est capable de se focaliser sur un sujet. La preuve, c'est ce que je fais moi depuis 6 ou 7 ans. Mais pour ça, ça suppose, un, de sortir de la suradaptation, et ça se fait pas tout seul. Et deux, ça suppose de travailler sur ses émotions parce que une grande partie des HPI est assez fréquemment de façon inconsciente se déconnecte d'une bonne partie de ses émotions et j'appelle ça moi un réflexe d'autoprotection. Or le problème c'est que vos émotions elles ont beaucoup à vous apprendre sur justement ce qui est véritablement important pour vous. Et voilà deux facteurs qui vous empêchent de vous recentrer sur l'essentiel. Marie. Bonsoir Pierre, comment vas-tu? On voit le meilleur chez chacun, voire un syndrome du sauveur. Oui, c'est vrai. Effectivement, ce syndrome du sauveur chez le HPI alors je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Pierre, mais fait le lien avec la tendance à attirer les toxiques. Christelle, j'ai souvent rencontré l'inverse, plutôt des gens neurotypiques sous le charme de quelqu'un qui me semblait non fiable. Alors, des gens neurotypiques sous le charme de quelqu'un qui me semblait non fiable. Je n'en sais rien, Christelle. Là, je peux pas répondre. Concernant les neurotypiques, moi, je suis spécialisé sur les neuroatypiques. Sur les neurotypiques, je peux pas dire. Nathalie, je confirme, j'attire les toxiques à tous les coups. Si une entreprise veut savoir s'ils ont des personnes toxiques, qu'ils m'embauchent. Détecteur de toxiques. Super. Alors, donc ils ont du mal à bien s'entourer. Ce que je voulais dire à ce sujet-là, oui, alors au passage, non seulement ils attirent les toxiques, mais ils peuvent même parfois avoir du mal à se connecter avec d'autres HPI. Pourquoi? Bah parce d'abord, il y a une grande diversité, une grande disparité des profils au sein des HPI, et puis parce que bah, comme les HPI sont des personnes exigeantes, ils ont beau avoir envie de se connecter, la connexion ne se fait pas toujours aussi facilement, j'en sais quelque chose. Euh, Pardon, je suis allé un peu vite. Je crois que j'avais un autre truc. Voilà, c'est ça. Ils ont du mal à se vendre. Bah si, c'était bon. Alors voilà, l'autre zone aveugle, enfin zone aveugle, je sais pas si c'est une zone aveugle, c'est que c'est plutôt un frein, c'est qu'ils ont du mal à se vendre. Alors, ils ont du mal à se vendre, pourquoi? Parce que en fait, les HPI voient l'acte de vente un peu à l'image de ce vendeur de chars sur Astérix, hein, et merci à Uderzo et Goscinny pour cette illustration.
Voilà, un vendeur de tapis, un vendeur de voitures. Enfin, c'est toujours un peu l'image caricaturale qu'on a. C'est l'image de bonimenteur. Bah oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on voit le vendeur, parce qu'en fait, on voit le vendeur à l'image de ceux qui sont les plus fréquents et qui sont à l'opposé de leur valeur d'authenticité et de sincérité. Il y a aussi encore le niveau d'exigence, hein. Ils considèrent que leur produit ou service ne sera jamais à la hauteur des attentes de leurs clients, sauf que en fait, leurs clients, ils sont pas aussi exigeants qu'eux. Ils sont exigeants, ils peuvent être exigeants, mais ils sont pas aussi exigeants qu'eux. Je vous expliquerai éventuellement pour quelles raisons après. Plus globalement, aussi par manque d'estime d'eux-mêmes, les HPI, ils ont le sentiment d'imposture. Et se mettre en avant, c'est juste impossible pour eux. Alors en plus, parce que comme il y a la croyance que HPI, c'est être arrogant, j'ai fait un article récemment sur ce sujet, eh ben, pour toutes ces raisons, ils osent pas se mettre en avant. Et puis enfin, ils ne ciblent pas forcément les bons clients. Ça, je vais en reparler à la fin, puisque j'ai des messages personnels à donner à plusieurs d'entre vous. Et aussi, ils n'utilisent pas les bonnes méthodes pour vendre. Alors quand je dis ils n'utilisent pas les bonnes méthodes, en fait, au lieu de prospecter au hasard, mieux vaut savoir parler de vous et de vos services pour attirer à vous, faire venir à vous ceux qui ont véritablement besoin de vous, ceux qui véritablement vous correspondent. Et puis, les bons clients qui sont intéressés par votre produit ou service sont peu nombreux et ils sont aussi un peu à votre image. Mais cibler ainsi, c'est un peu contraire à votre valeur d'universalité, d'équité, si je puis dire, qui vous conduit à vouloir vendre à tout le monde. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'au passage, ben parfois, j'entends beaucoup de HPI me dire non, mais là, j'ose pas faire, je vends bénévolement ou alors je vends mais à pas cher parce que de toute façon, il n'a pas les moyens. Bah oui, mais au bout d'un moment, si vous vendez pas cher ou pour zéro, eh ben votre entreprise disparaît et du coup, vous ne pouvez plus vendre. Voilà. Alors, question. On est des aimants toxiques, Rachel qui précise. Pierre, oui, bien sûr ça. Plutôt vrai en amitié qu'en entreprise, ça va super, très belle année et meilleurs vœux. Merci Pierre. Julie, j'ai une tendance à l'hyper-responsabilité, par exemple en prenant les responsabilités de ceux qui ne font pas le travail sur le projet. Ben oui, effectivement, on adore les responsabilités, donc on va les chercher, parfois même quand on nous ne les donne pas parce qu'ils sont voilà sur le projet parce qu'ils sont pris sur un autre pour faire avancer le projet à tout prix. Alors oui, c'est ça, c'est ça la difficulté aussi de nous dans une logique collective. Mais d'où l'importance justement, Julie, de bien savoir s'entourer. Alors, autre zone aveugle, ils ont un rapport paradoxal à l'argent. Alors là, pour le coup, on peut parler de zone aveugle. Pourquoi? Parce que je dirais que ils ont un rapport paradoxal à l'argent et ils n'en ont pas toujours conscience. Alors, qu'est-ce que j'entends ce rapport paradoxal à l'argent? En fait, d'un côté, ils ont tendance à fixer des prix trop bas, c'est ce que je disais à l'instant, par empathie envers leurs clients. Ils osent parfois pas se faire payer, hein, c'est ce que je vous disais. Et puis, il y a une autre raison plus inconsciente, c'est qu'ils veulent surtout pas devenir des bling-bling qui dépensent beaucoup de façon ostensible, qui serait une attitude, là encore, qui est en total déphasage avec leurs valeurs d'authenticité, de simplicité. Mais parallèlement, en fait, ils ont besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde, et même, je dirais, un peu plus que les autres. Pour plusieurs raisons, ils ont besoin de temps pour se ressourcer, ils ont besoin de temps pour se former, pour s'enrichir en permanence, et ce temps, bah, c'est de l'argent. Et puis, ils sont mal à l'aise aussi avec l'idée d'une insécurité financière, c'est ce que disaient certains ou certaines tout à l'heure. Et ça rejoint la peur de l'échec en général. Et la peur de l'échec, eh ben, c'est une espèce de peur qui est liée à une combinaison de facteurs entre le haut niveau d'exigence, l'image qu'on leur a renvoyée pendant des années, leur manque d'estime d'eux-mêmes. Et ça, ben, encore une fois, ça se travaille, mais ça se travaille pas seul. Et pour retrouver un rapport apaisé à l'argent, bah, là encore, il faut prendre conscience un peu de ses propres biais de perception sur le sujet. Voilà, alors les clés pour devenir un entrepreneur à succès. Oui, il me reste 10 minutes, il faut que je fasse vite. Et si certains ou certaines peuvent déborder un petit peu, eh bien je déborderai de 5 minutes, je pense. Alors, la première clé, je dirais, c'est travailler votre estime de vous. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Euh, voilà. Alors pourquoi j'ai commencé par ça? Je ne sais plus. Euh, Oui, bah oui, parce qu'effectivement, pour pouvoir se vendre, eh ben, il faut se mettre en avant. En fait, on est le premier, en tant qu'entrepreneur, on est le premier vendeur de son produit, et en fait, on incarne soi-même
son produit ou son service. Donc, et encore plus quand on est indépendant et qu'on est consultant, qu'on vend un service plus exactement. Donc, effectivement, bah, pour bien vendre, il faut travailler votre estime de vous. C'est quoi l'estime de soi? C'est la valeur que vous vous estimez de vous-même, que vous avez de vous-même, ou que vous avez de vous-même au travers du regard des autres aussi, hein. Donc, bah, ça suppose de prendre conscience de son haut niveau d'exigence, mais sur l'estime de soi, je précise que j'ai essayé plein de méthodes, y compris un bouquin qui est très bien au passage, hein, qui s'appelle Le Petit Cahier d'estime de soi de Rose Poletti. Ce bouquin a tout un tas de tactiques, d'outils très sympas, mais je peux vous dire, je les avais essayé plusieurs fois et ça fonctionnait pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a un côté un petit peu méthode Coué. Alors ça marche pour 98% de la population, mais pas pour les HPI. La méthode Coué, il détecte tout de suite ce côté un peu artificiel. Il dit non, non, mais attends, c'est bon, ça, faut arrêter de déconner là. Donc, il faut des méthodes spécifiques. La deuxième clé, je dirais, fixez-vous des ambitions atteignables. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si je me fixe des ambitions atteignables, ça va pas me motiver, ça va m'ennuyer, et vous aurez raison. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie de gravir l'Everest, n'oubliez pas une chose, c'est que les alpinistes ou les himalayistes qui ont gravi l'Everest, qui ont réussi l'Everest, se sont fixés des étapes intermédiaires. Et ils ont, au-delà de ça, été capables de célébrer leur petite victoire, de mesurer le chemin qu'ils ont parcouru, de savoir se retourner de temps en temps. Et dans ce domaine, bah, c'est comme pour la souplesse du corps avec l'âge, hein, c'est un entraînement de tous les jours, hein, de s'entraîner à célébrer ces petites victoires, à savourer les pas franchis, à se faire un tableau des réussites, etc. Dans la vente, eh bien, comme je vous disais il y a un instant, apprenez à renverser le paradigme. C'est quoi renverser le paradigme? C'est plus de prospecter dans le vide, mais c'est d'apprendre à vous afficher pour faire venir à vous les gens qui vous correspondent le plus. C'est exactement la méthode que moi j'utilise. Je ne prospecte absolument pas. Je passe mon temps à rédiger des articles et que je diffuse sur LinkedIn, à faire des webinaires et viennent à moi ceux qui me correspondent. Alors vous allez me dire, peut-être ça s'applique pas à tout. Eh ben, je suis prêt à en discuter. Prenez conscience de votre avant-gardisme. Alors oui, parce qu'effectivement, les HPI ont tendance à avoir un... enfin, ils ont tendance, ils sont en général très avant-gardistes dans leurs produits ou dans leurs services. Et en fait, si vous n'avez pas conscience de ça, eh bien, vous vous adressez pas au bon client. Et donc, le risque, c'est, en s'adressant pas au bon client, de recevoir du négatif, de recevoir des réponses qui vous disent, mais non, attendez, je comprends rien à votre truc. Et du coup, ça alimente la machine à détruire l'estime de vous. Donc voilà, encore un cercle vicieux dont il faut savoir sortir. Autre clé, sortez du déni. Alors, sortir du déni, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet-là. Alors, de quel déni je parle? C'est le déni de la différence. J'ai eu, il y a 3, 4 mois, 4, 5 mois, un échange téléphonique avec quelqu'un qui s'était inscrit à mon webinaire. Alors, au passage, je précise, vous avez vu hein, que je propose à la plupart d'entre vous de prendre contact avec vous avant le webinaire. Le but, c'est de mieux vous connaître pour pouvoir essayer de vous apporter justement des messages personnalisés. Lui, je l'ai eu au téléphone pendant une bonne demi-heure. C'était vraiment très sympa. Il m'a dit, ah bah vraiment, j'ai eu vraiment un excellent contact. Je suis très très content de cet échange. Et puis, le jour du webinaire, je vous promets, c'est vrai hein, ce que je raconte. Il me renvoie un petit mail, il me dit, Cyril, j'ai bien réfléchi, je pense que je ne suis pas HPI, je ne suis pas concerné par votre webinaire, et donc je ne serai pas présent ce soir. Mais je peux vous dire que cette histoire, qui est assez... comment dirais-je, emblématique, eh ben, je pourrais vous en raconter des tonnes. J'en ai des tonnes qui me disent, au premier contact, mais Cyril, en fait, alors moi, je me reconnais pleinement dans vos articles, mais par contre, je suis pas du tout HPI. Non, 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 ça c'est pas mon sujet. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Je ne me renseigne pas sur le sujet. À la limite, je m'inscris sur le webinaire, mais finalement, je le regarde pas. Et puis même quand je l'ai regardé, in fine, je me dis non, mais attends, arrête de te dire. De toute façon, t'étais nul en maths, donc c'est pas possible que tu sois HPI. Je vous le dis, ça n'a rien à voir. Donc, sortez de ce déni de différence pour pouvoir sortir aussi de la suradaptation. Vous n'êtes pas obligé de clamer le fait d'être HPI pour vous assumer pleinement d'une certaine façon et pour faire de vos différences de véritables atouts. Comme l'ont fait plein de gens avant vous, des Roger Federer, des Amel Bent, des Franck Gastambide, etc., etc. J'en ai des tonnes. Alors,
Marie, j'invite les personnes que j'accompagne à retrouver leur souveraineté car les responsabilités sont celles de chacun. Ça demande des prises de conscience profondes et d'explorer des peurs et émotions. Bah oui, effectivement, bonne remarque, Marie. Rachel, personnellement, je n'ai pas de diagnostic médical avéré. Alors, quand on parle de HPI, c'est pas un diagnostic médical, hein, c'est un test. D'ailleurs, on peut pas parler de diagnostic, c'est plutôt un test de QI. Et au passage, je précise que le test de QI est extrêmement, a beaucoup de biais. Donc, je connais beaucoup de HPI qui me disent, mais en fait, c'est lors de la discussion, lors de l'anamnèse avec le neuropsychologue, que il m'a dit, si, vous pouvez considérer comme HPI, malgré le test qui n'est pas positif. Alors, le problème, c'est que certains disent ça, et d'autres disent, ben non, le test n'est pas positif, point barre. Donc, je pourrais vraiment en discuter pendant des heures, mais je peux vous dire que le test de QI, il faut pas forcément s'arrêter que à ça. Il faut être extrêmement prudent dans l'interprétation. Alors, est-il recommandé d'être diagnostiqué pour Anne-Elisabeth? Bah, du coup, j'ai un peu répondu. Je dirais pour vous, Anne-Elisabeth, que c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Moi, j'ai décidé très tard. Ça faisait déjà 3 ans que j'accompagnais des HPI avant de me faire tester. Vous imaginez? Voilà. Alors, et je l'ai fait pour des raisons précises. C'est que je voulais pouvoir parler de ce sujet-là en connaissance de cause. Mais sinon, je ne me serais pas fait tester. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et au passage, je vous le dis, j'ai été testé HPI QI à 141. Mais à la limite, j'aurais été 127. Peut-être que je me serais dit, et alors? Je continue à avoir des clients qui me disent, mais Cyril, c'est génial ce que tu nous apportes. Donc pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? Rachel, et surtout qui me disent, bah oui, je vois bien que vous me comprenez, quoi. Alors, peut-être pas HPI, mais multipotentiel, oui. Bah, encore une fois, pour moi, c'est les mêmes personnes. Julie, un de mes freins à l'entrepreneuriat est la peur que la charge de travail soit trop lourde, en plus de la difficulté à me vendre. Alors, je répondrai, Julie, en disant que la charge de l'entrepreneur HPI, c'est vraiment quelque chose que vous décidez vous-même, parce que vous êtes tellement performant que vous êtes capable, sans trop travailler, d'avoir une réussite incroyable. Voilà, je vous le dis. Y a-t-il une corrélation entre HPE et HPI? Oui. Alors, de mon point de vue, parce que je parle sans preuve scientifique, hein, mais de mon point de vue de praticien, d'observateur avec plus de 1500 contacts au compteur, l'immense majorité, peut-être la totalité des HPI ont aussi une plus grande sensibilité. Alors, est-ce que ça rentre dans le HPE? Je ne sais pas si c'est exactement ça la définition, mais en tout cas, ça s'apparente. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est plus sensible qu'on est HPI, qu'on a toutes les caractéristiques du multipotentiel, si je puis dire. Bon, voilà. Marie, l'empathie est clairement un trait que l'on retrouve chez les HPI, ce ne sont pas les seuls, mais c'est profond, absolument. Au passage, je précise que pour certains, leur empathie a un peu disparu, tout simplement parce qu'ils se sont coupés de certaines de leurs émotions. Alors, je termine sur les clés. Apprenez à contrôler votre cerveau. Alors vous allez me dire, ça c'est quand même pas mal, hein, c'est le cerveau qui dit à son cerveau d'arrêter. Eh ben oui, c'est quand même possible, parce que en fait, la dispersion concernant la dispersion votre cerveau qui peut être envahissant, en fait c'est un travail neurocognitif. Il s'agit d'apprendre à prendre conscience en fait du fonctionnement de votre cerveau et notamment les mécanismes de votre attention qui sont assez particuliers. Cet apprentissage, il va vous permettre de mieux canaliser votre attention sur vos objectifs prioritaires, tout en mélangeant des temps de rêverie où votre attention sera complètement laissée libre. Et si besoin, faites-vous tester hein, sur le TDAH et suivez les recommandations médicales d'un neuropsy, pourquoi pas. Alors au passage, vraiment, j'insiste sur le fait que un HPI qui comprend, c'est indispensable pour un HPI de comprendre pour agir. Donc comprendre ses modes de fonctionnement cérébraux va l'aider à agir sur son cerveau. Travailler votre gestion des émotions. Alors vous allez me dire là aussi pas facile. Bah oui, c'est un sujet central chez les HPI, en particulier la colère, parce que c'est l'émotion de la frustration et que les HPI ressentent souvent la frustration. Or la colère, c'est vraiment une émotion qui est très difficile à exprimer. Et je dirais qu'en fait, là aussi, c'est comme pour l'estime de soi, les émotions, il faut des tactiques particulières. Pourquoi? Parce que les émotions arrivent tellement fort et tellement vite qu'il est déjà trop tard pour les gérer. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi apprendre à anticiper ses émotions. Alors ça peut sembler un peu étonnant, mais je peux vous dire que ça fonctionne.
Voilà. Et puis vous pouvez aller encore plus loin hein, par rapport à vos émotions. Vous pouvez apprendre à en faire de puissantes alliés. Vous pouvez même en faire, je dirais, des atouts. Donc, si vos émotions sont fortes, eh ben, ça va devenir des atouts très forts. Exemple, moi j'ai utilisé mes capacités d'émotion et de sensibilité pour mes aptitudes d'orateur. Alors ça se sent peut-être pas aujourd'hui, on va dire dans un webinaire, mais je peux vous dire que dans une salle, j'ai tendance un peu à déménager. Et puis, dernière chose, formez-vous et faites-vous aider. Voilà, pour surmonter tous ces obstacles, et je vais vous en parler dans quelques instants. Pour ma part, j'ai pas eu la chance, en fait, d'être accompagné par un coach de HPI. Je me suis fait accompagner par pas mal de coachs et de thérapeutes. J'ai trouvé tous géniaux, mais je peux dire, franchement, que à l'issue de ça, eh bien, j'avais l'impression de pas avoir complètement avancé. Voilà. Alors, coaching individuel, bah, pourquoi faire? Bah, ça, c'est ce que je propose. Bah, pour clarifier vos objectifs et vos projets professionnels. C'est pas toujours clair, hein, les projets et les objectifs. Pour vous engager durablement dans l'action, pour atteindre durablement vos objectifs, pour lever vos freins, pour identifier ces fameuses zones aveugles dont je vous ai parlé, pour retrouver confiance en vous, j'ai presque terminé, hein, et pour retrouver l'estime de vous, et pour savoir gérer vos émotions et en faire des forces. Et surtout, si vous faites appel à un coach ou une coach, quelle qu'elle soit, faites appel à un coach spécialisé en HPI. Combien de fois j'ai eu des clients qui me disaient mais je ne comprends pas, j'ai fait appel pourtant à plusieurs coachs, j'ai déjà été coaché ça avait bien marché, hein, mais bah tous les problèmes ont recommencé. Ok, c'était un coach spécialisé en HPI? Non. Alors, autre façon de vous faire accompagner, c'est une formation, c'est le collectif, on va dire, et ce que j'appelle la masterclass HPI. C'est quoi? C'est vos objectifs, enfin les bénéfices de cette masterclass, c'est comprendre finement vos modes de fonctionnement spécifiques, apprendre à en faire des forces. Alors je le fais aussi en coaching, mais là vous allez le faire de façon collective, de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus fine, voilà. Et vous allez bénéficier d'un bilan personnalisé, identifier vos forces aussi. Alors ça se fait aussi avec des méthodes très particulières. Et puis, l'autre bénéfice, c'est de catalyser, booster votre envie et motivation à avancer grâce à ce que j'appelle l'engagement social. C'est-à-dire que le fait que vous soyez entre vous et que vous vous engagez vis-à-vis du reste du groupe, eh bien, fait que vous allez être beaucoup plus engagé dans l'action et vous n'allez pas vous engager à la légère. Vous allez aussi, grâce au collectif, trouver de nouvelles solutions. On travaille beaucoup en co-développement, par exemple, mais aussi d'autres façons. Vous allez aussi vous créer un réseau durable de confiance avec des gens avec qui vous vous comprenez, avec qui c'est facile, avec qui il y a une fluidité de relation, avec qui il y a vous partagez les mêmes valeurs. Voilà, alors c'est quoi la masterclass? C'est 4 journées en présentiel, c'est des groupes de 6 mini, 10 maxi. J'ai une session à Paris qui commence le 24 mars, donc j'ai mis mars 2026, c'est le 24 mars précisément. Une autre session qui démarre à Lyon le 3 novembre 2026, c'est à partir de 1200 euros net. Et je fais moins 20% jusqu'à vendredi soir, inclus. Voilà. Et puis enfin, pour celles et ceux qui sont intéressés en tant qu'entrepreneurs, j'ai également un club d'entrepreneurs atypiques qui démarre le 13 avril. Et là, le but, bah, c'est de progresser, découvrir, explorer de nouveaux territoires, c'est de savoir mieux vous assumer. Alors quand je dis explorer de nouveaux territoires, c'est de lancer des projets un peu ambitieux, un peu de rêve, quoi, on pourrait dire. C'est de transformer vos visions en projets concrets, c'est de réussir à lancer vos projets et de les mener à bien. C'est de vous connecter à des entrepreneurs qui partagent là aussi votre intensité et vos valeurs. C'est de canaliser votre énergie, vos émotions, votre exigence. Et puis, c'est de savoir aussi penser un peu plus à vous et vous protéger justement des toxiques. Et puis enfin, c'est de partager vos idées, d'être challengé, d'être enrichi par des pairs et in fine, bien sûr, de développer vos affaires. Alors, le club d'entrepreneurs, concrètement, c'est 4 rencontres sur une journée par an en présentiel. C'est des ateliers, des conférences, des webinaires. C'est des outils originaux qui sont conçus par et pour des entrepreneurs atypiques. C'est des moments conviviaux, plus informels. Alors, j'ai mis une petite astérix parce que ça, c'est vraiment réservé aux adhérents au club. Pour les autres activités, ça peut être accessible sans forcément être adhérent au club. Et puis, un réseau social dédié qui va être créé très bientôt. Et puis, des ressources dédiées. Voilà, alors j'avais quelques messages personnels pour terminer. Si vous avez encore 2-3 minutes, ça va être assez rapide pour celles et ceux qui sont là. Alors là, je me reprends sur mes notes. Nathalie, vous m'aviez parlé des apporteurs d'affaires. Je vous confirme qu'ils ne sont pas vraiment adaptés aux entrepreneurs HPI parce que les apporteurs d'affaires doivent comprendre votre offre pour la vendre,
Or, une offre de HPI, souvent, elle est atypique et complexe. Marina, je ne sais pas si elle est là, je suis pas sûr d'avoir vu. Sachant qu'un HPI a tendance à être entier dans ses comportements, j'ai envie de vous dire, et s'il vous fallait avoir tourné complètement la page de votre emploi actuel pour pouvoir vous consacrer pleinement au projet suivant? Je vous dis ça parce que c'est aussi ce que j'ai vécu moi-même. Rachel qui est là. Et si l'image que vous aviez de l'entrepreneuriat était entachée de votre précédente expérience comme commerçante, qui a été épuisante pour vous, et si vous pouviez réussir dans cette voie, qu'est-ce que ça vous autoriserait à faire demain? Charles, je suis pas sûr s'il est là, mais et si votre difficulté à vous engager dans l'action était justement liée à des émotions non traitées et qu'il vous fallait commencer par traiter ces émotions pour être en mesure d'y voir clair sur vos projets et de vous engager pleinement sans frein. Aïda, alors je ne sais pas si tu es là, Aïda, et si ta crainte de ne pas être assez assertive était liée au fait que tu ne t'adresses pas encore pleinement aux bonnes personnes, aux bons clients, et si tu n'osais pas encore aborder ces clients atypiques qui te conviendraient mieux. Anne, et si je vous disais que vous avez déjà tous les atouts pour réussir dans l'entrepreneuriat, mais que ceux-ci sont, comme qui dirait, annihilés par votre suradaptation qui tend à nier vos modes de fonctionnement authentiques et performants et à adopter des codes et des modes de fonctionnement qui ne vous conviennent pas. Marilou, alors c'est un peu comme pour Aïda, si vous échappiez à toute concurrence en vous adressant aux bons prospects, aux bons clients, et si vous ne cherchiez pas à faire comme les autres, à quoi ressembleraient-ils ces clients? Ces bons clients. Aurélien, vous m'avez dit que votre manager actuel vous proposait de monter une boîte avec vous. Et si je vous disais que c'est un réflexe très fréquent chez les HPI de chercher à s'associer avec quelqu'un d'autre par peur de ne pas être suffisamment légitime en étant seul, qu'est-ce que ça permettrait pour vous-même d'avoir cette clarté? Et quel nouveau regard porteriez-vous sur sa proposition? Isabelle, et si je vous disais que vous avez plus besoin de trouver des clients qui vous reconnaissent, qui reconnaissent vos super talents dans la cybersécurité, que de véritablement développer un réseau? Qu'est-ce que ça libérerait en vous pour vous développer? Plus que deux, hein. Élise, et si vous arrêtiez de vouloir normaliser votre façon d'être, et si justement c'était en étant pleinement vous-même que vous attirerez à vous les clients qui ont vraiment besoin de vous, concrètement, quel premier pas ça vous donnerait envie de faire? Et enfin, Princia, je ne sais pas si elle est là, Princia, et si justement votre aptitude à passer d'un sujet à l'autre auprès de vos clients, par exemple de la reconversion professionnelle à l'intelligence artificielle, et bien justement si c'était une bonne façon pour vous de trier entre ceux qui vous achèteront facilement et vraiment et ceux qui ne seront jamais vos clients. Et donc, si c'était une façon pour vous de ne pas perdre de temps. Voilà, et puis dernière chose, je vous avais dit que vous avez moyen de prendre rendez-vous avec moi. Le but, je vais arrêter le partage, voilà, et je vais vous remettre, si vous souhaitez approfondir suite à ce webinaire, des sujets que vous n'auriez pas eu le temps de traiter. Voilà, je vous remets le lien. Et je vais jeter un œil aux questions-réponses avant de vous quitter. Désolé pour ce retard, hein. L'empathie est clairement un trait que l'on retrouve chez les HPI. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est profond. Oui. Emmanuel, quelles sont les méthodes spécifiques au HPI qui permettent de travailler l'estime de soi? Bah, par exemple, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'aurais pas le temps, mais c'est par exemple d'apprendre à revisiter un petit peu certains messages, certains événements qu'on a vécus. Alors, on est un peu à la frontière de la psychologie, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Anne, est-ce qu'un HPI a plus de chances d'être TDA? Oui, il a plus de chances d'être TDA que quelqu'un qui est neurotypique, si on peut dire. Absolument. Il y a une corrélation entre les différentes formes de neuroatypie. Rachel, apprendre à dire non a été salvateur pour moi. Oui, mais c'est pas si facile et ça rejoint la question un peu de l'estime de soi. Autrement dit, à apprendre à ne pas plaire à tout le monde, si on peut dire. Christelle, génial le club, merci. Eh ben, il faut prendre rendez-vous avec moi. Vous pourriez m'envoyer votre question, j'ai mal entendu SVP. Ah oui, alors Rachel, pas de problème, je vais noter Rachel de vous renvoyer le petit message personnel. Anne, merci beaucoup, c'était super, hâte d'en savoir plus sur le club des entrepreneurs. Eh ben, il faut prendre rendez-vous avec moi pour échanger, que je vous en dise un petit peu plus. Et puis j'ai un lien internet aussi sur mon site web que je vous mettrai dans le mail ce soir. Aurélien, merci pour votre réponse. Pour faire une boîte avec une autre personne, je me dis que c'est pour me rassurer quelque part, ne pas être seul. Absolument, absolument. Mais est-ce vraiment ça le sujet au final? Je trouve que c'est très bien résumé. Pierre, merci Cyril, toujours passionnant, stimulant. Un grand merci, merci, merci. Je veux bien également votre réponse. Ok, bon, bah, je vais renvoyer les messages personnels à tout le monde.
Sandra, merci, super les informations de ce soir. Eh ben, avec plaisir, Sandra, et quand tu veux pour appuyer sur l'accélérateur sur nos échanges. Marilou, merci beaucoup. Vous nous donnez matière à réfléchir autrement. Eh ben, écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, sauf à moi qui ai encore une question, une remarque. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur mon agenda. Encore une fois, c'est gratuit sans engagement, hein. Le but, c'est vraiment pour vous d'y voir plus clair sur vos propres objectifs et surtout d'avoir des pistes d'action concrètes pour avancer vers vos objectifs. Voilà. J'ai encore cette peur de l'échec. Ok, Sandra, bah, tu m'appelles quand tu veux. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je vais mettre fin à cette session. Bonne soirée. Au revoir.